Je me tenais devant le majestueux château de Versailles, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. La façade dorée brillait sous le soleil d'après-midi, tandis que les jardins, parfaitement entretenus, s'étendaient à perte de vue. À mes côtés, Julien, mon ami d'enfance, partageait ma fascination pour cet endroit chargé d'histoire et de mystère. Tu sais, Élodie, j'ai toujours rêvé de visiter Versailles, mais maintenant que nous y sommes, je me sens un peu écrasé par la grandeur de tout ça, avoua-t-il, en levant les yeux vers les dorures étincelantes. Je comprends parfaitement, répondis-je en souriant. C'est un lieu où l'histoire a laissé sa marque. Et qui sait, peut-être que nous pourrions découvrir quelque chose de plus que de simples souvenirs des rois et reines. Julien arqua un sourcil, intrigué. Tu veux dire des fantômes? Je ris doucement. Pourquoi pas? Les légendes disent que l'esprit de Marie-Antoinette hante encore ces lieux. Nous pénétrâmes dans le château, nos pas résonnant sur le marbre froid du hall d'entrée. Les murs étaient ornés de tapisseries anciennes, qui racontaient des histoires de batailles et de festins royaux. Je pouvais presque entendre les échos des conversations des courtisans, les rires et les murmures des complots. « Regarde cette galerie !» m'exclamai-je, désignant la galerie des glaces. C'est là que se sont déroulés tant d'événements historiques. Nous avancions lentement, admirant les lustres scintillants et les miroirs qui reflétèrent notre image, mais aussi, je l'espérais, des ombres du passé. Puis, un murmure, léger comme une brise, attira notre attention. « Tu as entendu ça ?» demanda Julien, son regard inquiet se posant sur moi. Oui, c'était comme un chuchotement. Je fis un pas en avant, mon cœur battant plus vite. Allons voir. Nous nous approchâmes d'un coin de la galerie, là où la lumière semblait plus faible. Les voix, bien que indistinctes, prenaient une forme comme si des histoires anciennes se racontaient à nous. C'était à la fois captivant et dérangeant. « Élodie, peut-être que nous devrions… » commença Julien, mais je l'interrompis. « Un instant, Julien, écoute. » Les murmures se transformèrent en mots, des bribes d'échanges, des promesses et des trahisons. Je fermai les yeux, me laissant porter par ces échos. Quand je les rouvris, un vieil homme se tenait devant nous, un gardien du château, son visage marqué par le temps et l'expérience. « Vous êtes sensible aux histoires du passé, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui, c'est fascinant ici, » répondis-je, curieuse. « Quelles histoires pouvez-vous nous raconter ?» Le gardien sourit tristement, ses yeux se perdant dans le vide. « Ah, Marie-Antoinette. Son esprit erre encore ici, vous savez. Elle est la reine déchue, trahie par ceux qu'elle aimait. » Julien et moi échangèrent un regard. J'avais toujours été fasciné par la tragédie de Marie-Antoinette, et l'idée qu'elle puisse encore hanter ces lieux m'envoûtait. « Que lui est-il arrivé, vraiment ?» demandai-je. « Elle a été victime de la Révolution », expliqua le gardien. « Son règne a été marqué par le luxe et la débauche, mais c'est la trahison qui a scellé son destin. Elle est morte, seule, sur la guillotine, mais son âme ne peut trouver le repos. Certains disent qu'elle cherche encore la rédemption. » Une atmosphère lourde s'installait autour de nous, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je pouvais presque sentir la tristesse de l'histoire imprégnant chaque pierre. « Est-ce vrai, alors? Les rumeurs sur son esprit errant dans les couloirs ?» demanda Julien d'une voix tremblante. Le gardien hocha la tête. « Oui, beaucoup de visiteurs ont rapporté avoir vu une silhouette vêtue de blanc, errant dans les jardins ou dans la galerie des glaces. Certains entendent même des pleurs, des cris de désespoir. « C'est incroyable, » murmurai-je, captivé par le récit. « Pouvons-nous essayer de la voir, de ressentir sa présence ?» Julien me lança un regard surpris. « Élodie, tu es sûre ?» Je lui pris la main. « N'est-ce pas ce que nous sommes venus chercher? Les histoires du passé, les mystères. Si tu le dis, mais restons prudents, d'accord ?» Il semblait hésitant, mais ma détermination semblait le rassurer. Le gardien, observant notre échange, proposa « Si vous voulez vraiment ressentir l'âme de Marie-Antoinette, vous devriez vous rendre dans les jardins à la tombée de la nuit. C'est là que son esprit est le plus actif. » Mon cœur s'emballa à l'idée de cette aventure. « Nous le ferons. Merci pour votre histoire. » Alors que nous quittions la galerie des glaces, une étrange sensation d'anticipation s'empara de moi. Qu'allions-nous découvrir dans les jardins? Les ombres du passé nous attendaient-elles? Nous passâmes le reste de l'après-midi à explorer le château, chaque pièce révélant des merveilles architecturales et des récits oubliés. Mais dans chaque miroir, chaque tableau,
Je cherchais le reflet de Marie-Antoinette, espérant entrevoir la tragédie de sa vie. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes ici », murmura Julien, alors que nous nous installions sur un banc dans les jardins. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues et mystérieuses sur l'herbe. « C'est magnifique, dis-je, admirant le paysage, mais je suis impatiente d'être dans l'obscurité. »« Tu es vraiment obsédé par cette histoire, » rit Julien. « Mais moi aussi, je dois l'admettre. » Le ciel s'assombrit lentement et l'atmosphère devint plus intense. Les murmures que nous avions entendus dans la galerie semblaient se répéter dans le vent, comme des échos lointains. Je me levai, mon cœur battant à tout rompre. « Allons-y, » dis-je déterminé. « Allons voir si nous pouvons sentir sa présence. » Nous marchâmes à travers les jardins, les lumières du château scintillant derrière nous. Les ombres dansaient autour de nous et une légère brise fit frémir les feuilles des arbres. Je fermai les yeux un instant, laissant mes autres sens s'éveiller. « Élodie, tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Julien, sa voix tremblante dans la nuit. « Oui, je le sens. »« Quelque chose nous appelle, » répondis-je, ma voix ferme. Nous nous approchâmes d'un petit bosquet où les ombres semblaient plus denses. Le silence était palpable, interrompu seulement par le bruissement des feuilles. Je tendis la main, cherchant à toucher cette obscurité, à comprendre ce qui se cachait derrière. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, » murmura Julien, son regard scrutant les ténèbres. « Fais-moi confiance, Julien. Nous sommes ici pour découvrir la vérité, » insistai-je. Soudain, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Une silhouette blanche traversa notre champ de vision, fugace comme un rêve. Mes yeux s'agrandirent, et je me retournai vers Julien. « As-tu vu ça ?» demandai-je, le souffle court. « Oui, je l'ai vu !» s'exclama-t-il, la peur mêlée à l'excitation. « C'était elle ?» Je ne savais pas quoi dire. Mais une chose était certaine, nous étions sur le point de découvrir quelque chose d'incroyable. Les murmures semblaient s'intensifier, et je savais que notre enquête ne faisait que commencer. Nous avons quitté le château de Versailles, encore sous le choc des histoires que nous avions entendues. La majesté des lieux était maintenant teintée d'un frisson d'angoisse. Alors que nous prenions la route vers le château de Brissac, je ne pouvais m'empêcher de penser à la tragédie de Marie-Antoinette et aux murmures des âmes perdues qui flottaient dans l'air des galeries dorées. Julien, assis à mes côtés dans la voiture, semblait tout aussi pensif. « Tu penses vraiment que ces histoires de fantômes sont vraies ?» demanda-t-il, brisant le silence. « Je ne sais pas, » répondis-je, en regardant les champs de vignes qui défilaient à travers la fenêtre. « Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que nous ne pouvons pas voir mais que nous pouvons sentir. » Julien hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il était sceptique. Peut-être que tout cela n'est que le fruit de notre imagination. Ou peut-être que c'est une manière pour ces âmes de se faire entendre, rétorquai-je, ma curiosité piquée à vif. Le château de Brissac se dressa soudain devant nous, imposant et mystérieux. Ses tours élancées s'élevaient vers le ciel, et ses murs de pierre semblaient chuchoter des secrets oubliés. En sortant de la voiture, un frisson d'excitation parcourut mon échine. L'air était chargé d'une atmosphère de mystère, et je pouvais presque entendre les échos d'un passé tumultueux. Nous rejoignîmes la cour où une reconstitution historique avait lieu. Des figures en costume d'époque déambulaient, et l'odeur du pain fraîchement cuit et du vin chaud flottait dans l'air. « Regarde ça, Élodie !» s'exclama Julien, pointant du doigt un groupe de chevaliers en armure. « Ils ont l'air si réels. » Je souris, fasciné par les détails des costumes. Les couleurs vives et les broderies complexes semblaient capturer l'essence d'une époque révolue. Nous nous approchâmes de l'un des chevaliers, un homme à la stature imposante et à la voix grave. « Bienvenue, mes amis !» dit-il d'une voix qui résonnait comme un tambour. « Avez-vous déjà entendu l'histoire du chevalier trahi ?»« Non, racontez-nous » lançai-je emporté par l'enthousiasme. Il se redressa, prenant une posture dramatique. Il était une fois un noble chevalier, amoureux d'une belle dame, mais son cœur fut brisé lorsqu'il découvrit que son ami l'avait trahi, lui volant son amour et son honneur. Dans un accès de rage, il se vengea, mais le prix à payer fut immense. Son âme est désormais condamnée à errer dans ses murs, cherchant désespérément la rédemption. Julien et moi échangions des regards, captivés par le récit. Je pouvais presque ressentir la douleur du chevalier, son désespoir. « Ce chevalier a-t-il un lien avec la Dame verte ?» demandai-je,
intrigué. Le chevalier hocha la tête. Ah, la Dame verte. Elle est l'incarnation de la trahison et de la douleur. Son histoire est liée à celle de ce chevalier, une tragédie d'amour et de perte qui entra ces lieux à jamais. Que s'est-il passé exactement? Continua Julien, visiblement intéressé. C'est une histoire sombre, répondit le chevalier, la voix basse comme un murmure. La Dame verte était promise à un noble, mais son cœur appartenait à un autre. Lorsqu'elle fut trahie, elle tomba dans un désespoir si profond qu'elle se laissa mourir. Son esprit, à jamais lié à ce château, erre à la recherche de son véritable amour. Je frissonnais, non seulement à cause du récit, mais aussi en réalisant à quel point ces histoires de fantômes étaient souvent des reflets des désirs et des regrets humains. Le chevalier continua à raconter des histoires de bataille et de romances, mais mon esprit vagabondait. Quelque part, au milieu de ces récits, se cachait peut-être une vérité sur nous-mêmes. Après la reconstitution, nous décidâmes d'explorer les jardins du château. La lumière du soleil déclinait et une brume légère commençait à s'installer, donnant au lieu une ambiance presque surnaturelle. Les roses, en fleurs, embaumaient l'air d'un parfum enivrant, mais je pouvais sentir une ombre pesante, comme si le château lui-même retenait son souffle. « Élodie, regarde là-bas » murmura Julien, me désignant une porte en bois sculptée, à moitié cachée par les buissons. Je m'approchai, intrigué. La porte semblait ancienne, presque oubliée. « Tu crois qu'on peut entrer » demandai-je, le cœur battant. « Pourquoi pas » dit-il avec un sourire espiègle. « Après tout, nous sommes ici pour explorer les mystères de ce château. » Je pris une profonde inspiration et poussai la porte. Elle s'ouvrit lentement, grincement sur ses gonds rouillés, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. Mon esprit s'emballa d'anticipation, mais une petite voix intérieure me soufflait de faire demi-tour. « On devrait peut-être y aller doucement, » dis-je, hésitante. « Allez, Élodie, n'aie pas peur, » insista Julien. « C'est ici que se trouvent les secrets. » Je le suivis, le cœur battant la chamade. En bas des escaliers, nous découvrîmes une crypte secrète, éclairée par la lueur vacillante d'une torche accrochée au mur. Les murs étaient couverts de graffitis anciens et de symboles que je ne comprenais pas. « C'est incroyable, » murmurai-je, touchant les murs froids de la pierre. « Qui aurait pensé qu'il y avait un endroit comme ça ici ?»« C'est comme si nous étions dans un autre monde, » répondit Julien, regardant autour de lui avec émerveillement. Soudain, une sensation glaciale traversa ma colonne vertébrale. Je me retournai brusquement, comme si je sentais une présence derrière moi. « Tu as ressenti ça » demandai-je, la voix tremblante. Julien hocha la tête, son expression sérieuse. « Oui, quelque chose ne va pas ici. » Nous continuâmes à explorer la crypte, découvrant des objets anciens, des morceaux de poterie brisés et des vieilles armures. Mais plus nous avancions, plus je ressentais une oppression, comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait. « Regarde ça !» s'exclama Julien, désignant un coffre en bois sculpté, à moitié enfoui sous des débris. Mon cœur s'emballa à l'idée que nous pourrions découvrir un trésor oublié. Nous nous approchâmes du coffre. Julien le souleva, et un nu de poussière s'éleva dans l'air. Mon souffle se coupa alors qu'il l'ouvrait lentement, révélant un ensemble d'objets mystérieux. Un médaillon, des lettres jaunies par le temps et un petit livre relié en cuir. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, fasciné par le médaillon qui brillait faiblement dans la lumière de la torche. Julien le prit délicatement entre ses mains. « Je ne sais pas, mais cela semble important. »« Peut-être qu'il est lié à la Dame verte » suggérai-je, mes pensées tournant autour des légendes que nous avions entendues. « Il est temps de remonter à la lumière » dit Julien, l'air préoccupé. « Je n'aime pas l'atmosphère ici. » Je hochai la tête, tout en gardant le médaillon dans ma main. En gravissant les escaliers, je ne pouvais m'empêcher de sentir que nos découvertes n'étaient que le début d'une histoire bien plus complexe et troublante. De retour dans le jardin, le soleil commençait à se coucher, plongeant le paysage dans des teintes dorées. La beauté des lieux contrastait avec la noirceur des histoires que nous avions entendues. Je regardais Julien, dont le visage était marqué par l'inquiétude. « Tu penses que nous devrions montrer le médaillon à quelqu'un » demandai-je. « Oui, peut-être à l'historien du château » répondit-il. « Il pourrait nous en dire plus. Mais je ne peux m'empêcher de penser que nous avons mis les pieds dans quelque chose de bien plus grand que nous. »« C'est ce qui me fascine, » dis-je, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Ces histoires de fantômes, elles sont comme un miroir de nos propres peurs et désirs.
Nous nous dirigeâmes vers le château, le médaillon caché dans ma poche, comme un secret qui ne demandait qu'à être révélé. Elle, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. La nuit était tombée sur le château de Brissac, enveloppant chaque couloir et chaque pièce d'une obscurité palpable. À mes côtés, Julien se redressait lentement, ses yeux écarquillés par la surprise. « Élodie, tu as entendu ça » murmura-t-il dans un souffle. Je hochai la tête, le frisson de l'inconnu me parcourant. Des bruits étranges résonnaient au loin, comme des murmures éthérés se mêlant au vent. Je pouvais presque distinguer des mots, mais leur signification m'échappait. Mes pensées s'égaraient vers la légende de la Dame Verte, cette âme tourmentée qui errait dans les couloirs du château. Était-ce elle qui se manifestait à nous ? « On devrait aller voir, » proposai-je, ma voix tremblante d'excitation et de peur. Julien hésita, ses yeux scrutant l'obscurité. « Tu es sûr ? Et si c'était une mauvaise idée ?» Je pouvais lire son appréhension dans son regard, mais ma curiosité l'emportait. « Allez, Julien, c'est exactement pour cela que nous sommes ici, pour découvrir la vérité. » Finalement, il acquiesça, et ensemble, nous sortîmes de notre chambre, nos pas résonnant sur le parquet ancien. Nous avançâmes lentement dans le couloir, chaque craquement du bois nous faisant sursauter. Les murs du château semblaient murmurer des histoires oubliées, et l'air était chargé d'une tension palpable. Nous arrivâmes à l'entrée de la grande salle. La lumière de la lune filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant des ombres dansantes sur le sol. Au centre de la pièce, une silhouette verte se tenait, immobile. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. « Regarde !» chuchotai-je en pointant du doigt. La silhouette s'éloigna lentement, se fondant dans l'obscurité. Sans hésiter, je pris la main de Julien et l'entraînai derrière elle. « Suivons-la !» Nous traversâmes la salle, nos cœurs battant la chamade, nos respirations se mêlant aux échos du château. La silhouette semblait nous mener à une porte dérobée, cachée derrière un lourd rideau de velours. Mon esprit s'emballait à l'idée de ce que nous pourrions découvrir. « Élodie, attends !» s'écria Julien, tirant légèrement sur ma main. « Et si c'était dangereux ?» « On ne peut pas reculer maintenant, » répondis-je, ma voix tremblante d'adrénaline. « C'est notre chance de comprendre ce qui s'est passé ici. » Je poussai la porte, et un grincement sinistre résonna dans le silence. Nous entrâmes dans une pièce sombre, où l'odeur de moisie et de poussière nous enveloppa. La lumière de la lune pénétrait à peine à travers une fissure dans le mur, révélant des étagères remplies de vieux livres et d'objets oubliés. « Regarde ça » dis-je en m'approchant d'un vieux coffre en bois. Il était recouvert de poussière, mais un symbole familier ornait son couvercle. C'était un blason, probablement celui de la famille Brissac. « Ouvre-le » murmura Julien, l'excitation palpable dans sa voix. Avec précaution, j'ouvris le coffre, révélant des lettres jaunies par le temps et des objets personnels. Mon regard se posa sur un journal ancien, dont la couverture était en cuir usé. Je l'extirpai du coffre et l'ouvris délicatement. Les pages craquèrent sous mes doigts et une odeur de vieux papier envahit l'air. « Lis quelque chose ?» demanda Julien, se penchant par-dessus mon épaule. Je commençai à lire à voix haute, mes yeux parcourant les mots avec avidité. Le 13e jour de janvier, l'année de grâce, 1698. J'ai découvert une trahison qui menace notre maison. La Dame Verte, ma propre épouse, a été trahie par celui qui était censé la protéger. « Ça parle de la Dame Verte », dis-je, ma voix tremblant d'émotion. « Elle a été trahie par son mari. » Julien frissonna. « Ça ne peut pas être une coïncidence. » Je continuai à lire, mon cœur battant de plus en plus vite. Les murmures des couloirs sont le reflet de ma douleur. Je suis condamné à errer ici à jamais, à la recherche de justice pour ce qui a été perdu. « C'est incroyable », murmura Julien, captivé par l'histoire. « On doit savoir qui l'a trahi. » Je tournai la page, découvrant des esquisses de la Dame Verte, sa robe flottante et son visage empreint de tristesse. Les mots suivants m'attrapèrent. La nuit de mon assassinat, je me suis tourné vers le ciel, espérant que les étoiles m'apportent la paix. Mais c'était un autre qui avait scellé mon destin. « On doit trouver plus d'informations », déclarai-je, déterminé. « Peut-être qu'il y a un moyen de lui rendre justice. » Tout à coup, un bruit retentit derrière nous. Un frisson d'angoisse me parcourut et je me retournai brusquement. La silhouette verte, à nouveau, se tenait là, juste à l'entrée de la pièce, nous observant avec des yeux vides.
Julien s'accrocha à mon bras, la peur peignant son visage. Élodie, que fait-elle ici? Je me sentais attiré par cette apparition, comme si elle avait besoin de nous. Je crois qu'elle veut nous montrer quelque chose, murmurai-je, mes mots flottant dans l'air lourd de tension. Avec précaution, je fis un pas en avant. Qu'est-ce que vous voulez? Demandai-je, ma voix tremblante mais résolue. La silhouette ne répondit pas, mais une brume verdâtre commença à se former autour d'elle, comme si elle tentait de communiquer. Des images floues apparurent dans l'air, des scènes du passé s'entremêlant dans la lumière vacillante. Je vis des nobles dans une salle de bal, riant et dansant, mais l'excitation se transforma rapidement en tension. Une dispute éclata entre un homme et une femme, des mots durs fusèrent, et je ressentis la douleur de la trahison. « Élodie, fais attention !» cria Julien, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'observer, hypnotisé par la scène. La dame verte était là, son visage déformé par le chagrin, et je pouvais presque sentir son désespoir. Elle se tenait à l'écart, ses mains tremblantes, regardant l'homme qui lui avait fait tant de mal. Je réalisais que c'était son mari, celui qui l'avait trahi. « Je suis désolé », murmura-t-il, mais la douleur dans ses yeux était trop tardive. Elle s'évanouit alors dans un cri silencieux, laissant derrière elle une traînée de larmes. La vision s'estompa alors que je tombais à genoux, l'émotion me submergeant. « C'est horrible », murmurai-je, des larmes aux yeux. « Elle n'a pas mérité ça. » Julien s'agenouilla à mes côtés, son regard empreint de compassion. « On doit l'aider, Élodie. On doit découvrir la vérité sur cette trahison. » Je hochai la tête, déterminé. « Oui, mais comment ?» Peut-être en cherchant dans le reste de ce journal, suggéra-t-il. Il doit y avoir plus d'indices. Je me relevai, essuyant mes larmes. Nous retournâmes au coffre, fouillant avidement les pages du journal. Chaque mot, chaque phrase était une clé potentielle pour déverrouiller le mystère qui entourait la Dame verte. « Élodie, regarde ça !» s'exclama Julien, brandissant une lettre jaunie. Je m'approchai, mes yeux s'écarquillant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre d'amour », répondit-il, la voix tremblante. « Elle parle d'un rendez-vous secret. Peut-être que cela peut nous mener à la vérité. » Je pris la lettre, le cœur battant. « L'endroit où cela se passe, il est mentionné ici, » dis-je excité. « On doit y aller. »« Mais c'est dangereux, » murmura Julien, son inquiétude palpable. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant, » dis-je avec détermination. « C'est notre chance de découvrir ce qui s'est réellement passé. » Nous nous préparâmes à quitter la pièce, nos cœurs battant à l'unisson. La silhouette verte était toujours là, veillant sur nous, comme si elle nous guidait vers la vérité que nous avions tant cherchée. Je me tenais dans l'obscurité du château de Versailles, l'esprit encore en émoi après notre escapade à Brissac. Élodie et moi avions découvert tant de secrets, tant de récits oubliés, mais ce que nous avions trouvé dans le journal de la Dame verte m'angoissait. Le médaillon que nous avions déterré semblait être une clé, une liaison entre le passé glorieux de la France et les tragédies des âmes perdues qui hantèrent ces lieux. « Julien, tu es prêt ?» me demanda Élodie, sa voix brisant le silence lourd de la nuit. Je pouvais voir l'éclat de sa curiosité dans ses yeux, un mélange d'excitation et de crainte. Je hochai la tête, bien que l'appréhension serrait ma poitrine. « Oui, mais... je ne sais pas si c'est une bonne idée de revenir ici. Surtout après ce que nous avons vécu. » Élodie sourit, mais je pouvais voir une ombre de doute passer sur son visage. « Nous devons comprendre ce que ce médaillon signifie. Peut-être que Marie-Antoinette a encore des choses à nous dire. » Nous avons décidé de retourner dans la galerie des glaces, un endroit qui semblait vibrer d'histoires anciennes. La lumière de la lune filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant le marbre et le doré des décorations. Je me sentais comme un intrus dans ce lieu qui avait autrefois abrité la royauté. « Regarde !» s'exclama Élodie, observant le médaillon au clair de lune. « Il semble réagir à la lumière. » Je tendis la main pour le prendre, et au moment où mes doigts touchèrent le métal froid, une énergie étrange parcourut mon corps. C'était comme si le médaillon avait été un pont entre notre monde et celui des esprits. « C'est incroyable », murmurai-je, fasciné par la beauté de l'objet. « Que penses-tu qu'il cache ?» demanda Élodie, son regard rivé sur moi. « Peut-être des secrets de Marie-Antoinette, » répondis-je, bien que je n'étais pas sûr de ce que je voulais dire. Il était difficile de séparer la légende de la réalité. Nous nous sommes dirigés vers une porte que nous avions remarquée lors de notre première visite, une porte qui semblait oubliée par le temps.
Élodie poussa doucement la porte et un grincement sinistre résonna dans le couloir. À l'intérieur se trouvait un passage sombre, à peine éclairé. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demandai-je, une inquiétude croissante dans ma voix. Élodie me lança un regard déterminé. « Nous ne sommes pas là pour reculer, Julien. » Nous avons avancé prudemment, la lumière de notre lampe torche projetant des ombres dansantes sur les murs. À chaque pas, je pouvais sentir l'air devenir plus frais, plus lourd, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Après quelques minutes, nous sommes arrivés dans une salle oubliée, remplie de poussière et de toiles d'araignée. Des artefacts historiques étaient exposés, vestiges d'un temps révolu. Des portraits de la cour, des meubles anciens, et au fond, un grand miroir. Je m'approchai du miroir, intrigué par son aspect ancien. Élodie, quant à elle, scrutait les autres objets, ses yeux brillants d'excitation. « Regarde ça », dit-elle en se penchant sur un vieux livre relié en cuir. Ça pourrait être un journal ou quelque chose d'important. Je m'approchai d'elle. « Ouvre-le, peut-être qu'il contient des indices sur Marie-Antoinette. » Élodie feuilleta les pages avec précaution. C'est écrit en français ancien. Je ne suis pas sûr de pouvoir tout déchiffrer. Essaie au moins de trouver une date ou un événement clé, suggérai-je, le cœur battant. Elle se mit à lire à voix haute, sa voix résonnant dans l'obscurité. Le 16 octobre 1793, à l'aube, l'heure de la vérité se rapproche. Elle s'arrêta, son visage blêmissant. C'est le jour de l'exécution de Marie-Antoinette. Ça ne peut pas être une coïncidence, dis-je, sentant un frisson me parcourir. Attends, il y a plus. Élodie continua à lire. Les âmes perdues hantent ceux qui trahissent leur sang. Le médaillon est un symbole de l'unité mais aussi de la trahison. Je frémis à l'énoncé de ce mot. Trahison. C'est effrayant, Élodie. Cela signifie que non seulement elle a été trahie, mais que la trahison pourrait continuer même aujourd'hui. Élodie leva les yeux vers moi, l'angoisse dans son regard. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Je ne savais pas quoi répondre. Nous avions déjà été confrontés à des choses que nous ne comprenions pas, des choses que nous ne devrions peut-être pas chercher à comprendre, mais un instinct me poussait à aller plus loin, à découvrir la vérité, peu importe à quel prix. « Allons voir ce que le médaillon peut nous montrer », proposai-je, l'adrénaline montant en moi. Nous avons quitté la salle poussiéreuse et avons emprunté le chemin qui nous menait à la galerie des glaces. Le médaillon brillait de plus en plus, comme s'il avait une volonté propre, un désir de révéler des secrets enfouis. Une fois arrivés dans la galerie, nous nous sommes arrêtés pour admirer les miroirs scintillants et les lustres en cristal. « Que penses-tu qu'il se passera si nous le tenons à la lumière de la lune » demanda Élodie, impatiente. « Je ne sais pas, mais je suis prêt à le découvrir », répondis-je, ma voix trahissant une excitation mêlée de peur. Élodie plaça le médaillon dans le faisceau de lumière argentée, et immédiatement, une lueur intense émana de l'objet. Les murs de la galerie semblèrent vibrer et je sentis une présence autour de nous. Un souffle glacial passa, et des murmures indistincts s'élevèrent, comme si les esprits du passé prenaient vie. « Élodie, regarde !» m'écriai-je, pointant du doigt. Au bout de la galerie, une silhouette éthérée se dessina, enveloppée dans une lumière verte. « C'est elle !»« C'est Marie-Antoinette !» s'exclama Élodie, fascinée. La silhouette s'approcha lentement, et je pouvais distinguer les traits délicats d'une femme au visage empreint de tristesse. « Qui êtes-vous, et pourquoi êtes-vous ici ?» demanda la voix de la silhouette, résonnant dans l'air comme un écho du passé. Élodie, fascinée, s'avança. « Nous sommes ici pour comprendre votre histoire. Nous avons trouvé votre médaillon. » La silhouette sembla hésiter, puis s'approcha davantage. « Vous avez éveillé des souvenirs que je pensais oubliés. La trahison, l'amour perdu, la douleur de ma mort. Je me sentais comme un intrus dans une scène tragique. « Que pouvons-nous faire pour vous, madame ?» demandai-je, ma voix tremblante. Marie-Antoinette tourna son regard vers moi et je fus frappé par la profondeur de sa tristesse. « Vous devez comprendre que le passé ne peut être effacé. Les âmes en peine cherchent la paix, mais la vérité est souvent plus douloureuse que le mensonge. »« Nous voulons vous aider », affirma Élodie, sa voix pleine de détermination. « La trahison a de nombreuses formes, et il se peut que vous soyez plus lié à mon destin que vous ne le pensez, » murmura-t-elle, avant de reculer dans l'ombre. Le médaillon vibra intensément dans ma main, et je réalisai que nous avions ouvert une porte que nous ne pouvions pas fermer.
Élodie, que signifie tout cela? Elle se tourna vers moi, l'inquiétude se lisant sur son visage. Je ne sais pas, mais nous devons explorer cela davantage. Cela ne fait que commencer. À ce moment-là, une tempête éclata à l'extérieur, le tonnerre grondant dans le ciel. J'avais le sentiment que quelque chose de plus grand que nous était en train de se jouer, quelque chose qui nous reliait à ces âmes perdues. Élodie et moi étions désormais plongés dans un mystère qui dépassait notre compréhension, et il était évident que nous devions découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter nos plus grandes peurs. Quoi qu'il arrive, nous devons rester ensemble, déclarai-je, serrant le médaillon dans ma main. Élodie hocha la tête et nounou. Je m'installai sur une chaise en bois sculpté, le médaillon de Marie-Antoinette reposant sur la table devant moi, brillant faiblement à la lumière de la lune qui filtrait à travers la fenêtre. Mes pensées tourbillonnaient, chaque instant chargé d'une tension palpable. Élodie, assise en face de moi, avait un regard perdu, comme si elle était déjà loin, dans un autre temps, avec la reine elle-même. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air, une promesse de révélation à venir, mais aussi un frisson d'inquiétude. « Élodie, dis-je doucement, brisant le silence. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air différente. » Elle cligna des yeux comme si elle revenait d'un rêve. « Julien, j'ai eu une vision. Marie-Antoinette. Elle m'a montré des choses, des scènes de sa vie, de sa mort. C'est si intense, si réel. » Je fis un pas vers elle, inquiet. « Qu'est-ce que tu veux dire par vision? Tu es sûr que c'est bien ça? Peut-être que c'est le stress ou la fatigue. » « Non, » interrompit-elle, sa voix plus forte, presque désespérée. C'était réel. Je pouvais sentir sa douleur, son désespoir. Elle était trahie par ceux qu'elle aimait. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne lui connaissais pas. Elle m'a montré le médaillon. « Julien, il doit y avoir un lien entre nous, entre son histoire et la nôtre. » Je secouai la tête, essayant de rassembler mes pensées. « Élodie, tu dois te concentrer. Nous devons rester rationnels. Ce château, cette ambiance, tout cela peut nous jouer des tours. Et maintenant, avec la tempête... » À ce moment-là, un coup de tonnerre retentit, faisant vibrer les murs autour de nous. La lumière vacilla et je vis une ombre passer derrière Élodie. Je frémis, une sensation d'angoisse m'envahissant. « Reste près de moi, d'accord ?» Elle hocha la tête, mais son regard était déjà tourné vers le médaillon, comme s'il exerçait une attraction irrésistible. « Regarde, Julien !» s'exclama-t-elle soudain, pointant du doigt une inscription qui semblait apparaître sur le médaillon, illuminée par un éclair. « Il y a quelque chose ici. » Je me penchai en avant, mes yeux scrutant la lumière vacillante. Les mots étaient anciens, presque illisibles. « Que dit-elle » demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Je ne sais pas encore, mais il y a une connexion, un secret, peut-être quelque chose que nous devons découvrir. » Son enthousiasme était contagieux, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une peur sourde. « Élodie, je ne veux pas que tu prennes des risques. Je suis inquiet pour toi. » Je tentais de capter son attention, de la ramener à la réalité. Nous devrions quitter le château, au moins pour un moment. La tempête s'intensifie et je ne me sens pas en sécurité ici. Elle secoua la tête, ses cheveux s'agitant autour de son visage. « Non, je ne peux pas partir maintenant. Je sens que quelque chose de grand se prépare, quelque chose que je dois comprendre. » Les éclairs illuminèrent à nouveau la pièce, faisant danser les ombres sur les murs. Je vis une silhouette passer derrière nous, mais lorsque je me retournai, il n'y avait rien, que le silence oppressant de la nuit. Mon cœur battait la chamade. « Élodie, je t'en prie. »« Julien, écoute-moi, » dit-elle, sa voix plus douce mais ferme. « Si nous partons maintenant, nous risquons de ne jamais revenir. Je dois comprendre ce que Marie-Antoinette essaie de me dire. » Je baissai les yeux, pesant mes options. D'un côté, je savais qu'il valait mieux partir, mais de l'autre, je voyais la détermination dans ses yeux. Cette recherche était devenue une obsession pour elle, et je ne pouvais pas la laisser seule dans cette quête. Je pris une profonde inspiration. « D'accord, mais nous devons être prudents. Si quelque chose commence à sembler dangereux... » « Je le promets, » coupa-t-elle. « Nous devons juste explorer un peu plus. » Soudain, un autre éclair illumina la pièce, et je vis clairement le médaillon briller, comme s'il avait sa propre source de lumière. Élodie se leva, fascinée. « Regarde, il réagit à la tempête. C'est comme s'il était vivant. » Je tentais de l'attraper par le bras. « Élodie, ne t'approche pas trop. » Mais elle était déjà en train de tendre la main vers l'objet précieux,
et je savais que je ne pouvais pas l'arrêter. Lorsqu'elle toucha le médaillon, un frisson parcourut son corps. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle murmura. « Je vois des visages, des gens qui parlent, qui chuchotent des secrets. C'est comme un écho du passé. » « Élodie, qu'est-ce que tu ressens ?» demandai-je, ma voix tremblante. « C'est magnifique et terrifiant à la fois. Il y a de la douleur, de la trahison, et aussi de l'amour. Je crois que je peux voir la scène de sa mort. » Je sentis un frisson d'horreur. « Élodie, ça ne peut pas être bon, nous devons partir. » Mais elle était déjà perdue dans sa vision, murmurant des mots que je ne pouvais pas comprendre. Je m'approchai d'elle, mais une force invisible semblait me retenir à distance. « Élodie, reviens !» criai-je, désespéré. La tempête s'intensifiait, et le château vibrait sous la colère des éléments. Je regardais autour de moi, cherchant un moyen de sortir, mais chaque porte semblait se fermer. Puis, dans un éclair de lucidité, je vis une inscription sur un mur, à peine visible à la lumière vacillante. Je me précipitai vers elle, espérant y trouver des réponses, mais mes pensées étaient toujours centrées sur Élodie. « Je suis là, Élodie !» appelai-je, ma voix empourprée par la peur. « Reviens !» Mais elle était toujours totalement absorbée par son expérience et je commençais à trembler. Que se passait-il réellement ici? Était-elle en train de perdre pied? Je ne pouvais pas la laisser seule. Je me retournai pour aller vers elle, mais un coup de tonnerre retentissant fit vibrer le sol et je perdis l'équilibre, m'effondrant à genoux. « Julien !» cria-t-elle, son visage blême, mais étrangement illuminé par une lumière intérieure. « Il y a quelque chose que je dois te montrer. » J'atteignis la distance qui nous séparait, mais quelque chose semblait me retenir. Une force venue d'ailleurs, quelque chose de surnaturel. « Élodie, ne fais pas ça !» Elle ferma les yeux et dans un souffle murmura « Je dois savoir. » À cet instant, je compris que je ne pouvais pas l'arrêter. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me concentrais sur elle. Je savais que quelque chose de terrible se déroulait. Quand elle ouvrit à nouveau les yeux, une lueur étrange brillait au fond d'eux, et je perçus une ombre derrière elle, un mouvement furtif. « Regarde !» s'écria-t-elle, son doigt pointant vers un coin sombre de la pièce. « Il est là !» Je tournai la tête, mais je ne vis rien, que des ombres. Mon esprit s'emballa, et je sentis la panique croître en moi. « Élodie, arrête! Nous devons partir !»« Non, Julien, c'est ici que tout commence. » Sa voix était ferme, mais je pouvais entendre un tremblement sous-jacent. « Nous devons comprendre ce qui s'est passé. »« Mais à quel prix ?» dis-je, ma voix se brisant. « Je ne veux pas te perdre. » Elle se tourna vers moi, son visage marqué par une douleur profonde. « Je ne peux pas te promettre que je reviendrai, mais je dois le faire pour nous, pour Marie-Antoinette. » Les éclairs continuèrent à illuminer la pièce, et alors que je luttais pour la garder près de moi, je réalisais que cette quête n'était pas seulement la sienne. C'était aussi la mienne. Nous étions liés par cette histoire, par ces fantômes du passé. À cet instant, je pris une décision. Je ne pouvais pas la laisser affronter cela seule, même si cela signifiait plonger dans l'inconnu. « Je suis avec toi, Élodie, quoi qu'il arrive. » Elle sourit faiblement, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Je n'avais jamais ressenti une telle tension dans l'air. Le médaillon que nous avions trouvé brillait d'une lueur étrange, à la fois douce et menaçante. Élodie tenait l'objet entre ses mains, ses yeux pétillants d'une curiosité mêlée d'inquiétude. Je pouvais sentir son excitation, mais à cet instant, une angoisse sourde me rongeait. Qu'est-ce que cela signifiait? « Julien, regarde !» s'exclama Élodie, sa voix résonnant dans l'immense salle vide. L'inscription, elle est en train de s'illuminer. Je me rapprochai d'elle, le cœur battant. L'inscription, que nous avions à peine pu déchiffrer dans la pénombre, semblait maintenant se révéler sous la lumière argentée de la lune qui filtrait par les grandes fenêtres. Les mots dansaient, se mouvaient comme si une énergie ancestrale les animait. La trahison tisse des liens invisibles entre les âmes perdues, murmurai-je, déchiffrant à haute voix. Un frisson me parcourut, alors que je réalisais l'ampleur de ces mots. Les fantômes de Versailles et de Brissac, liés par un même destin tragique. Élodie, absorbée par le médaillon, ne semblait pas entendre mon inquiétude. « Il y a quelque chose de plus ici, Julien. Je le sens. C'est comme si... » Elle s'interrompit brusquement, ses yeux s'agrandissant. « Comme si je voyais. » Et avant que je puisse l'arrêter, le médaillon émet un éclat éblouissant. Élodie fut enveloppée par une lumière vive et dans un instant, elle disparut. Je me trouvais seul, dans une pièce qui semblait se tordre autour de moi. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais que je n'étais pas seulement spectateur, mais que j'étais, moi aussi,
piégé dans une illusion. « Élodie !» hurlai-je, ma voix résonnant dans le vide. Mais il n'y avait pas de réponse. Tout à coup, je me retrouvais dans un paysage nocturne, un terrain chaotique où des silhouettes floues se mouvaient autour de moi. Je reconnaissais ces visages. C'étaient les fantômes, mais ils n'étaient pas seuls. Élodie était là, au centre de cette scène, regardant avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Ne t'approche pas d'eux, Élodie !» criai-je, mais mes mots semblaient se perdre dans l'écho des murmures. Les fantômes dansaient autour d'elle, leurs visages empreints de tristesse et de désespoir. Je pouvais voir leurs mains tendues, leur souffle froid comme un vent d'hiver. Élodie avait les yeux fixés sur une figure centrale, un homme dont le visage était masqué par l'ombre. Une lueur de reconnaissance traversa son regard. « Julien !» s'écria-t-elle, sa voix à la fois lointaine et proche. « Regarde, je crois que je le connais. » Je me frayais un chemin à travers les silhouettes, luttant contre une force invisible qui me retenait. Chaque pas semblait me ralentir, comme si le temps était figé. Je tentais de l'atteindre, mais elle était tellement absorbée par ce qu'elle voyait. « Élodie, non, ce n'est pas ce que tu penses, » dis-je désespéré. La figure masquée leva finalement son visage, révélant une expression empreinte de regret. Je sentis mon souffle se couper. C'était un homme que j'avais déjà vu, dans des portraits anciens, dans des livres d'histoire. C'était un noble, un traître qui avait trahi son roi, condamnant des âmes à errer pour l'éternité. « Qui es-tu » demanda Élodie, intriguée, comme si elle était fascinée par cette apparition. « Je suis celui qui a scellé leur destin », répondit la figure d'une voix grave. « Et toi, jeune fille, tu es la clé de leur libération. Qu'est-ce que cela signifie » s'interrogea Élodie, son regard cherchant des réponses, tandis que je luttais pour la ramener à la réalité. À ce moment-là, je compris que je devais agir. Je me concentrais, appelant toutes mes forces pour briser l'illusion. « Élodie, écoute-moi, ce n'est pas vrai. Ne les écoute pas !» Mais la voix du traître était hypnotique. « Élodie, tu ressens leur souffrance, n'est-ce pas? Ils sont comme toi, perdus dans le temps, cherchant la rédemption. »« Je ne comprends pas, » répondit-elle, ses yeux se remplissant de larmes. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Le fantôme fit un pas en avant, tendant la main vers elle. « Je suis ici pour te montrer la vérité. La trahison n'est pas seulement un acte, c'est une malédiction qui pèse sur ceux qui osent aimer. » À cet instant, je compris que tout cela n'était pas qu'une simple illusion. C'était une scène du passé, une reconstitution de la nuit où tout avait basculé. Je pouvais sentir la tension dans l'air, l'odeur de la peur et du sang. « Élodie, s'il te plaît, reviens !» implorai-je, mais ma voix semblait s'évanouir dans le néant. Les fantômes se mirent à murmurer, leurs voix s'entremêlant dans un cœur désespéré. « Sauve-nous, libère-nous de cette souffrance. » Élodie était maintenant au bord des larmes, ses mains tremblantes. « Mais comment? Je ne peux rien faire. »« En découvrant la vérité, » répondit le traître, « en acceptant ta propre trahison. » Je vis son expression changer, une compréhension éclairant son visage. « Ma propre trahison? Qu'est-ce que cela signifie? Regarde autour de toi, Élodie. Les fantômes ne sont pas seulement des âmes perdues, ils sont le reflet de tes propres peurs, de tes propres désirs. Tu as cherché la vérité, mais es-tu prête à l'affronter? » La lumière du médaillon pulsait de plus en plus fort, comme une réponse à ses mots. Je savais que ce moment était crucial. Je devais l'aider à voir au-delà de cette illusion, à comprendre que les fantômes étaient des échos de notre propre histoire. « Élodie, tu es plus forte que cela !» criai-je, ma voix résonnant à travers le chaos. « Ne laisse pas cette illusion te piéger. » Elle tourna lentement la tête vers moi, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Julien, je sais maintenant. Je dois choisir. » D'un geste décidé, elle s'avança vers le traître, défiant l'obscurité qui l'entourait. « Je ne suis pas ici pour être une victime. Je suis ici pour comprendre, pour libérer ces âmes. » Alors que ces mots résonnaient, le médaillon émit une lumière éblouissante, et tout autour de nous commença à se désagréger. Les silhouettes des fantômes s'effacèrent, leurs cris se transformant en murmures apaisants. Le visage du traître, lui, se figea dans une expression de surprise mêlée de gratitude. « Tu as choisi », murmura-t-il, avant de disparaître dans un éclat de lumière. Je fermai les yeux, me sentant emporté par une vague d'énergie. Quand je les rouvris, je me trouvais à nouveau dans la grande salle du château, le médaillon brillant paisiblement entre les mains d'Élodie. Elle était là, devant moi, vivante, entière. « Julien » dit-elle, sa voix tremblante mais pleine de vie. « J'ai compris.
Nous devons relier ces histoires, défaire cette malédiction. Je la pris dans mes bras, soulagé qu'elle soit de nouveau avec moi. Je sais, Élodie, mais comment allons-nous faire cela? Nous allons retourner à Brissac, répondit-elle, déterminée. Il y a encore des secrets à découvrir, et je pense que le médaillon nous guidera. Alors que nous nous tenions là, dans cette salle éclairée par la lune, nous savions que notre quête n'était pas terminée. Les fantômes de Versailles et de Brissac n'étaient que le début d'une histoire beaucoup plus vaste, une histoire qui attendait d'être révélée, une histoire de trahison, d'amour perdu et de rédemptions à venir.